Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour terminer l'étude de la morphologie du télencéphale par sa vascularisation, et même vascularisation encéphalique dans son ensemble. Cette vascularisation est un sujet extrêmement important et très vaste. On peut explorer sur le vivant les vaisseaux, les artères, par artériographie conventionnelle. Premières artériographies, Egas Moniz vers 1931, Egas Moniz qui a eu un prix Nobel de physiologie et médecine pour plusieurs découvertes au niveau de l'encéphale. D'une part, effectivement, il avait découvert ou utilisé les premiers l'artériographie cérébrale, mais aussi, et là c'est moins fameux ou en tout cas très discuté sur les conditions à l'heure actuelle, c'est la lobotomie, c'est-à-dire le fait de séparer les lobes préfrontaux du cerveau. Toujours est-il donc que cette artériographie a été pendant près de 70 ans la seule technique pour visualiser des structures internes du cerveau. On avait la radio du crâne avec des calcifications, on a eu la ventriculographie et il y avait surtout l'artériographie. Donc toute la neuroradiologie a été pendant plusieurs décennies le fait de l'artériographie, avec une description extrêmement précise des dizaines de milliers d'artériographies, la variabilité étudiée. Tout a bien sûr été transformé par la découverte du scanner et de l'IRM, puisque les artères permettaient de voir de façon indirecte des déformations cérébrales, des tumeurs, alors que là on les voyait en direct, et on peut aussi maintenant faire éventuellement aussi des angio-IRM, même si on fait des angioscans avec injection également. Donc, très important au point de vue technique et surtout a été très développé dans le détail pendant très longtemps. C'est important aussi d'un point de vue clinique puisque c'est une des trois causes principales de décès. Ce sont les accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle AVC. Et ces accidents vasculaires cérébraux, ça va correspondre à des accidents des artères que nous allons voir, soit des hémorragies, rupture hémorragie, soit des infarctus, donc un caillot, un vaisseau qui est bouché et une nécrose en aval. Donc les deux types d'accidents vasculaires cérébraux, soit de type infarctus et nécrose, soit de type hémorragie. Donc ces AVC, c'est en gros les trois premières causes de décès, c'est AVC, c'est infarctus myocardique et c'est les cancers. Dans certains pays du monde, les maladies infectieuses restent prédominantes, notamment dans des pays en voie de développement où l'accès aux antibiotiques ou à l'hygiène n'est pas idéal, mais nous sommes là dans un problème tout à fait majeur. Et les répercussions vont être spectaculaires puisque nous allons avoir des lésions localisées qui vont apparaître en neurologie, notamment l'hémiplégie. Pour voir cela, nous allons commencer par reprendre les éléments au niveau de la base et l'encéphale va être vascularisé par 4 piliers vasculaires. En avant, les deux artères carotides internes, droite et gauche, et en arrière, les deux artères vertébrales qui forment le système vertébro-basilaire. Système carotidien, système vertébro-basilaire. Il peut exister une aplasie d'un côté, d'une carotide ou d'une vertébrale, mais il va y avoir des anastomoses qui vont permettre de récupérer l'ensemble. Nous allons représenter des éléments que nous connaissons, c'est-à-dire du mésencéphale ici, avec le mésencéphale que nous allons couper d'un point de vue transversal, mésencéphale ici, avec la partie postérieure qui est le tectum du mésencéphale. Mésencéphale qui est donc ici coupé, et nous avons sur les côtés les pédoncules cérébraux, et au milieu la région de la fosse interpédonculaire. Nous pouvons placer vers l'arrière l'aqueduc du mésencéphale. C'est donc ici une coupe de ce mésencéphale. Nous voyons partir de la région les pédoncules cérébraux, donc au-dessus du sillon ponto-mésencéphalique. Nous avons ici les pédoncules cérébraux qui viennent s'écarter et entre les deux, nous avons la région de la fosse optopédonculaire que nous avons déjà vue. Voici ici ces pédoncules cérébraux qui sont donc constitués principalement de fibres ici longitudinales. Ce sont les voies motrices qui ensuite
viendront faire relais au niveau du pont, puis iront dans les pyramides du bulbe ou moelle allongée, puis dans les cordons antérieurs de la moelle spinale. Voici dans la fosse optopédonculaire les corps mammillaires, qui sont donc des reliefs qui correspondent à des noyaux de l'hypothalamus, puis ici le tubaire et la tige de l'hypophyse. Nous avons coupé la tige et nous avons enlevé l'hypophyse. Vers l'arrière, nous trouvons dans cette région la substance perforée postérieure, plein de petits trous pour des artérioles, et de chaque côté du tubaire, la substance perforée latérale. Nous arrivons en avant sur le tractus optique à droite et à gauche, puis vers l'avant, ce sera la région du chiasma. Région du chiasma, et nous pouvons placer en avant la fissure longitudinale médiane, ici, vue inférieure du cerveau. Donc voilà la fissure longitudinale médiane, et nous pouvons placer le chiasma. Vers l'avant, nous aurons le pôle frontal. Nous pouvons placer le chiasma avec le nerf optique qui part vers l'avant, le dehors, mais aussi le bas, pour rejoindre le globe oculaire, qu'on appelle maintenant aussi bulbe oculaire. Donc voici les nerfs optiques que nous avons sectionnés, le chiasma optique, le tractus. Nous pouvons placer, donc là nous sommes sur le lobe frontal, nous pouvons placer la région du tractus olfactif, ici avec le sillon et les deux racines, racine médiale, racine latérale du tractus olfactif, et entre les deux racines, nous avons la substance perforée antérieure. Sur les côtés, pour voir cela de façon dégagée, nous aurons dû faire une coupe dans l'incus qui viendrait recouvrir, donc la partie antérieure du lobe temporal, qui viendrait ici recouvrir les éléments. Donc nous avons coupé ici l'incus, et nous sommes là dans le pôle temporal. Nous avons ici le sillon de l'hippocampe et qui vient s'enrouler pour aller en arrière du tronc cérébral. Donc ce sont des régions ici que nous réagrandissons et nous tombons donc en arrière sur la fissure longitudinale du cerveau au niveau du lobe occipital, éventuellement le sillon calcarin. Donc voici ici ces éléments d'un point de vue contour sur une vue inférieure du cerveau. Et nous trouvons donc les 4 piliers qui apparaissent, les 4 piliers vasculaires. Nous allons trouver les artères carotides qui sont bien sûr volumineuses, artères carotides ici qui sont dans l'angle du chiasma. Elles sont passées de chaque côté du chiasma par les sinus caverneux qui sont en dessous, qui sont sur les côtés de l'hypophyse. Donc on a ici l'hypophyse qui est dans la selle turcique et le siphon carotidien qui est dans le sinus caverneux qui est en dessous. Nous avons ici donc ces carotides qui sont volumineuses, les 2 apports carotidiens, carotides internes, qui ont donc une naissance à la bifurcation carotidienne au niveau de C4, osioïdes, et qui n'ont aucune branche jusqu'au niveau crânien. En arrière, nous aurons eu les 2 vertébrales qui sont arrivées au niveau de la moelle allongée. Nous avons le tronc basilaire qui est unique, il peut y avoir des variations, qui est unique au niveau du pont. Et nous sommes là donc au niveau du mésencéphale. Et nous trouvons la fin du tronc basilaire, très schématiquement, et qui vient se diviser en 2. Les 2 branches terminales du tronc basilaire qui sont les artères cérébrales postérieures, droite et gauche, que je représente ici. Donc division du tronc basilaire en artères cérébrales postérieures, droite et gauche, c'est là ce qu'on appelle le système vertébro-basilaire. Donc il y a bien 2 artères vertébrales en dessous, confère là le cours que nous avons fait sur la vascularisation du tronc cérébral pour revoir les éléments. Un petit schéma, je vous rappelle, nous avons les vertébrales, avec ici un trajet particulier au niveau de C1, C2. Ces vertébrales convergent au niveau de la moelle allongée. Nous avons le tronc basilaire, et le tronc basilaire vient se terminer en 2 artères cérébrales postérieure. Donc ici, cérébrale postérieure, le tronc basilaire, et ici, les vertébrales,
tronc basilaire et les artères vertébrales, donc en dessous. Juste ce petit rappel, nous l'avons vu par ailleurs et vous l'avez vu aussi au niveau du cou. Tronc basilaire et ici les vertébrales. Nous avons le côté droit, le côté gauche, droit, gauche. Et nous sommes ici donc sur ces artères cérébrales postérieures. Nous sommes donc à ce niveau-là d'étude. Artères cérébrales postérieures, donc, qui seront l'apport qui vient du système vertébro-basilaire. Il va y avoir maintenant un certain nombre de branches terminales. Branches terminales pour la carotide interne, il y en a deux. Nous allons avoir tout d'abord l'artère cérébrale antérieure, qui va partir ici vers l'avant et le dedans. Artère cérébrale antérieure, c'est une des deux branches de terminaison, de la carotide, donc de chaque côté, artère cérébrale antérieure, on peut mettre CA, cérébrale antérieure, que je mettrai tout au long de ce cours en orange, artère cérébrale antérieure. Et deuxième branche terminale de l'artère carotide interne, c'est l'artère cérébrale moyenne que je mettrai en vert. De toute façon, ce sont des codes, on met les couleurs qu'on veut. Artère cérébrale moyenne qui, elle, va partir transversalement vers le dehors. Artère cérébrale moyenne qui est une artère de grand calibre. Voici ici l'artère cérébrale moyenne qui part de chaque côté. Ces deux branches donc de la carotide interne. Artère cérébrale antérieure et artère cérébrale moyenne. Artère cérébrale moyenne. Donc, nous allons trouver finalement trois artères cérébrales principales, l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne qui viennent de la carotide interne, et artère cérébrale postérieure qui vient du système vertébro-basilaire. Donc ce sont les trois artères que nous devrons voir et les trois territoires que nous devrons voir. Artère cérébrale postérieure. Nous avons des branches accessoires, des branches collatérales de l'artère carotide interne. Une première branche collatérale importante, c'est l'artère ophtalmique qui va venir accompagner l'artère ophtalmique, qui va venir accompagner le nerf optique, comme on l'a vu dans d'autres cours, pour aller jusqu'au niveau du bulbe oculaire. Cette artère ophtalmique est une artère de type terminal, c'est-à-dire que quand elle se bouche ici, on peut avoir une cécité par nécrose donc, de l'ensemble des structures rétiniennes. Donc artère ophtalmique ici qui est tout à fait importante et qui passe avec le nerf optique dans le canal optique. Deuxième branche collatérale que nous trouvons, c'est l'artère choroïde antérieure, en latin artère choroidea, donc en français artère choroïde, même si on dit souvent artère choroïdienne antérieure. Voici cette autre branche collatérale et l'artère choroïdienne antérieure vient en gros longer le tractus optique, et je mets ici en violet l'artère choroïde antérieure. Voilà pour ces vaisseaux, et maintenant nous allons en voir les branches. Mais la nature a bien fait les choses. Pour faire une protection cérébrale, nous avons des anastomoses entre les systèmes. Il y a ces anastomoses, il y en a deux vers l'arrière et une vers l'avant. C'est ce qu'on appelle les artères communicantes. En effet, nous avons d'un côté le système vertébro-basilaire, de l'autre côté le système carotidien, et s'il y a une possibilité de connexion entre les deux, il est évident que si un système est bouché, l'autre pourra récupérer. Nous trouvons ici tout d'abord l'artère communicante postérieure, il y en a deux, une à droite, une à gauche, et les artères communicantes postérieures sont sensiblement
transversales. Alors c'est jamais aussi droit hein, des vaisseaux, mais sont sensiblement transversales, reliant la carotide interne à la cérébrale postérieure. Alors, suivant les personnes, la communicante postérieure peut manquer d'un côté ou de l'autre, et c'est en général asymétrique. Bien sûr, quand on a les deux communicantes postérieures qui sont développées, c'est une protection supplémentaire. S'il n'y a qu'un côté, c'est déjà mieux que rien. Donc, en bleu, ici, ce sont les artères communicantes postérieures. Et puis, nous allons trouver ensuite une artère communicante antérieure. Elle est unique, impaire et médiane. Et cette artère communicante antérieure réunit, proche de leur origine, les deux artères cérébrales antérieures. Donc ici, nous avons les deux artères cérébrales antérieures qui vont être réunies par une artère qui est très courte, un tronc artériel très court, impair et médian, c'est l'artère communicante antérieure. Donc artère communicante antérieure, ici, ce petit pont artériel entre les artères cérébrales antérieure droite et gauche. Ceci signifie que si une artère cérébrale se bouche à son origine d'un côté, le sang pourra être récupéré par l'artère vertébrale du côté opposé. C'est bien sûr une sécurité. Faut-il encore que ces vaisseaux soient en bon état et existent, puisqu'il peut, de manière congénitale, on peut avoir une aplasie, donc une absence d'une cérébrale antérieure ou une hypoplasie ou de la communicante. Et vous voyez que ceci vient former finalement un anneau artériel complet d'anastomose. C'est autrefois ce qu'on appelait le polygone de Willis. Polygone de Willis. Polygone, vous voyez qu'il y a plusieurs côtés. Polygone de Willis. Et aujourd'hui, qu'on appelle le cercle artériel de la base. Polygone de Willis, c'est le cercle artériel de la base ou cercle artériel du cerveau. Ce cercle est donc, je vous l'ai dit, sujet à variation et chez certaines personnes, il peut manquer un des éléments. Plus vous en avez, plus c'est protecteur. Donc, ce cercle, c'est communicante antérieure, cérébrale antérieure, carotide, communicante postérieure, cérébrale postérieure et la même chose du côté opposé. Le petit vaisseau ici antérieur, qui est la cérébrale antérieure, est particulier car il y a très fréquemment à ce niveau des anévrismes, c'est-à-dire des petites dilatations artérielles, comme une sorte de petite hernie. Il y a plusieurs types d'anévrismes, saculaires ou bien fusiformes. Mais si sur une artère, nous avons ici cet anévrisme, ceci signifie que la paroi antérieure, ou la paroi ici de la région de la communicante antérieure va être plus fragile et va pouvoir se rompre. En l'occurrence, ces anévrismes de la communicante antérieure sont souvent congénitaux, c'est-à-dire des petites malformations de ce vaisseau. Et bien entendu, l'anévrisme peut se rompre. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est congénital. Dans des circonstances d'augmentation de pression artérielle, par exemple un sport violent, la pression augmente et ceci peut se rompre. En l'occurrence, la rupture de l'anévrisme de la cérébrale antérieure, c'est environ 40% des hémorragies cérébrales et c'est une des toutes premières causes de décès du sujet jeune, 20 ans, entre 15 et 25 ans. C'est le jeune qui est sur le terrain de foot, qui tout d'un coup s'écroule, rupture de l'anévrisme de la communicante antérieure et c'est une inondation de sang, on est tout proche de la carotide et c'est une mort quasi instantanée et qui n'est pas récupérable. L'autre cause de décès subis comme ça, ce sont des troubles du rythme cardiaque, parfois par des anomalies du système cardio-necteur de manière congénitale ou des petits foyers ectopiques. Donc voilà, cette communicante antérieure qui est toute petite, mais siège d'anévrisme et donc siège de rupture, mort du sujet jeune en particulier. Donc pour toutes ces artères, nous pouvons trouver les deux grands types de pathologies qui sont soit l'hémorragie, rupture d'anévrisme en particulier, hypertension artérielle, soit la nécrose, c'est-à-dire qu'on a un caillot
ou d'une plaque d'athérome qui vient boucher la structure. Ça peut être soit sur les gros troncs, la carotide, déjà au niveau du cou, elle peut être bouchée et vous donner des implications cérébrales, ou ça peut être au niveau des vaisseaux périphériques, par exemple au début de la cérébrale moyenne, au début de la cérébrale antérieure ou au début des cérébrales postérieures. On aura là tout le territoire qui sera nécrosé, mais ça peut aussi être des branches plus en périphérie. Je vous l'avais dit, nous avons la possibilité, notamment depuis la sonde de Seldinger, de rentrer par voie fémorale. Dans la voie fémorale, vous rentrez artère fémorale, artère iliaque, aorte. Vous prenez un tronc supra-aortique, par exemple la carotide commune, vous prenez la carotide interne, toujours avec votre sonde, vous arrivez ici et vous pouvez aller dans la cérébrale antérieure et dans ces voies particulières, spécifiques, ces branches terminales, pour faire des gestes, par exemple mettre de la résine pour boucher un vaisseau qui saignerait ou une malformation vasculaire ou poser un stent. Donc on a là maintenant toute une radiologie interventionnelle neurovasculaire qui s'est développée et bien sûr la place de l'imagerie interventionnelle neurovasculaire est très importante dans le traitement et le suivi des accidents vasculaires cérébraux. Voilà pour ce premier élément. Et donc maintenant nous allons voir sur deux vues, nous les ferons simples, une vue de profil médial, une vue de profil latéral, nous allons voir les branches de ces artères. Nous allons donc refaire deux vues que nous avons vues avec la morphologie externe du cerveau, du télencéphale, mais que nous ferons ici de façon plus simple, juste pour avoir les contours. Nous avons donc les contours ici, le bord supérieur de l'encéphale, qui va nous mener au pôle frontal en avant. Puis c'est ici le sillon latéral, d'abord relativement horizontal, puis qui vient remonter vers le haut et l'arrière. Puis nous avons ici la poursuite donc du bord supérieur du cerveau jusqu'au pôle occipital. C'est ici le pôle temporal et le bord inférieur, inférolatéral du cerveau. Nous trouvons ici le sillon central qui présente donc un coude, classiquement. Nous pouvons placer le sillon précentral, le sillon post-central, le sillon intrapariétal, sillon frontal supérieur, sillon frontal moyen. Nous pouvons placer ici le sillon pariéto-occipital, l'incisure préoccipitale et schématiquement ici deux sillons temporaux qui limitent les éléments. Donc ça c'est bien une vue latérale. Puis nous allons faire la vue médiale, là aussi de façon très schématique, juste pour pouvoir placer les vaisseaux. On va reprendre, comme on l'a fait tout à l'heure, la poursuite donc en allant dans des plans plus vers la droite. Nous allons avoir ici donc nous allons avoir ici le pôle frontal. Nous allons avoir le bord supérieur. Nous avons ici le pôle temporal, le pôle occipital et ici le bord inférieur donc, de l'hémisphère. Nous sommes là sur une vue médiale de l'hémisphère droit, ça c'est bien l'hémisphère gauche, hein. Et là c'est la face médiale de l'hémisphère droit, où nous allons donc retrouver les éléments de la lame terminale et du corps calleux qui vient s'enrouler de l'avant vers l'arrière, corps calleux que nous avons dû sectionner puisqu'il franchit la ligne médiane. Sous le corps calleux, nous avons sectionné le fornix qui est également une commissure qui franchit la ligne médiane. Plus sur le côté, nous verrions le thalamus droit, puis c'est la région de l'hypothalamus et nous avons coupé ici eh bien, la région du tronc cérébral pour voir la face médiale. Sur cette face médiale, nous pouvons placer le sillon du cingulum ici, qui vient s'enrouler autour du corps calleux, remonter légèrement vers le haut en arrière. Nous avons ici le sillon central, le sillon post-central, le sillon précentral,
Nous avons vers l'arrière le sillon pariéto-occipital, le sillon calcarin, très puissant, avec donc ici le cuneus ossis. Puis nous pouvons placer l'incus, donc en avant, l'incus ou crochet de l'hippocampe. C'est ensuite le sillon ici de l'hippocampe, et nous pouvons placer le sillon collatéral, le sillon occipito-temporal, avec donc T5, T4, T3, gyrus para-hippocampal. Ici, nous avons globalement les principaux éléments. On va peut-être tout de suite en profiter pour faire une coupe frontale très schématique, ici également, où nous allons pouvoir placer le thalamus, la région de l'hypothalamus, ici le plancher, avec donc la région de l'hypothalamus et du subthalamus, le noyau subthalamique de l'huisse, ici donc le thalamus. Au-dessus, nous aurons le noyau caudé, mettons tout en blanc, le noyau caudé. Au-dessus, nous aurons le corps calleux qui vient rayonner, l'épithalamus, la toile choroïde, le septum, le fornix. Et nous sommes là dans la fissure longitudinale médiane, le sillon du cingulum, F1, gyrus frontal médial, et là, nous allons avoir donc la partie périphérique du cortex avec F1, gyrus frontal supérieur, F2, gyrus frontal moyen, F3, gyrus frontal inférieur. Nous arrivons sur le sillon latéral et nous avons ici le gyrus, les gyrus insulaires, donc lobe de l'insula. Puis ici, nous arrivons à T1, T2, T3, T4, T5, puis nous arriverions sur le gyrus dentatus. Voilà donc globalement ces éléments. Sur le côté, nous pouvons placer ici le noyau lenticulaire et le claustrum. Noyau lenticulaire avec le putamen en dehors et le globus pallidus en dedans. Nous n'avons pas besoin de beaucoup plus, on peut juste rajouter ici cingulum, ici F1, F2, F3, ici l'insula, ici T1, T2, T3, T4, T5 et le gyrus dentatus ici. Voilà, nous connaissons ces éléments et nous allons maintenant prendre artère par artère. Nous allons commencer par l'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale antérieure, ici, va abandonner d'abord dans le segment qu'on appelle le segment précommissural, avant la commissure antérieure, va abandonner des branches profondes. Ces branches profondes vont pénétrer dans la substance nerveuse par la base du cerveau. Et en particulier, il y aura une branche qu'on appelle l'artère récurrente qui va ici aller donner des rameaux pour la substance perforée antérieure. Donc nous avons là des branches de la cérébrale antérieure qui sont des branches centrales. Elles pénètrent par la base, ce sont de fins rameaux qui vont venir vasculariser les noyaux gris centraux de la région. Ce sont ces fins rameaux qui peuvent être lésés, on l'avait dit, notamment lors de microtraumatismes, par exemple chez le boxeur. Et puis, nous allons ensuite trouver cette artère cérébrale antérieure, nous allons la trouver sur la vue ici médiane. Elle est en avant du chiasma et de la lame terminale. Voici l'artère cérébrale antérieure. Cette artère cérébrale antérieure va venir s'enrouler de l'avant vers l'arrière, à peu près sensiblement au niveau du sillon du cingulum, pour ensuite se terminer en franchissant le bord supérieur. Je ne vais pas donner le nom de l'ensemble des branches, je vais simplement les figurer et donner le territoire, car c'est quand même relativement spécialisé. Ensuite de rentrer dans les branches, ce qui est important de voir, c'est les gros troncs. Donc ici, cette artère cérébrale antérieure. Elle chemine donc à la face médiale de l'hémisphère, s'enroulant autour du corps calleux.
Nous avons eu ici les branches qui étaient précommunicantes qui rentrent dans la substance nerveuse et va vasculariser les noyaux gris. Nous allons trouver à intervalles réguliers des branches qui vont partir vers le bas pour la partie basale, vers le pôle frontal, puis qui vont aller à intervalles relativement réguliers au niveau du bord supérieur, franchir le bord supérieur de la région. Je n'entre pas dans le détail de ces différentes branches, encore une fois. Ce qui est important, c'est de voir le territoire global. Voici ces branches de la cérébrale antérieure. Et nous trouvons également une branche qu'on appelle l'artère calloso-marginale qui vient s'enrouler autour du corps calleux. Il y a des variations. Ce qui est important de voir, c'est cet aspect global et donc la bande de tissu nerveux qui va être vascularisée par cet élément. Nous le voyons ici, les artères, les branches de l'artère cérébrale moyenne viennent contourner le bord inférieur et le bord supérieur de l'hémisphère. Et donc nous retrouvons ici ces branches qui viennent prendre en charge une petite bande de cortex à la face supérolatérale. Donc voici ici, à intervalles réguliers, ces branches de la cérébrale antérieure qui viennent prendre en charge une petite bande, ici, corticale. Donc voici ces éléments, jusque vers la fin de l'artère cérébrale antérieure, ici, dernière branche que nous trouvons. Donc voici ces branches de l'artère cérébrale antérieure, et nous pouvons placer cette artère cérébrale antérieure, d'une part, dans la partie ici qui serait précommunicante, donc en orange, et nous voyons ces rameaux précommunicants qui sont très fins, à peu près comme des cheveux, et qui vont pouvoir monter dans la substance nerveuse pour vasculariser, notamment ici par exemple l'hypothalamus. Nous retrouvons l'artère cérébrale antérieure au-dessus du corps calleux et nous voyons donc à ce niveau, à intervalles réguliers, des branches de l'artère cérébrale antérieure qui viennent en partie ici contourner le bord supérieur et donc nous voyons ce que cela va prendre en charge comme territoire. L'artère cérébrale antérieure, vous le voyez, va donc prendre en charge toute la partie antérieure du lobe frontal, c'est ce qu'on appelle le lobe préfrontal, avec des fonctions cognitives supérieures, entre guillemets, et sans expression clinique peut-être majeure à ce niveau-là. Les expressions cliniques majeures sont par les artères centrales, ici, profondes, lorsque c'est bouché, et vont ensuite être au niveau du gyrus précentral, partie motrice, où nous aurons là des atteintes qui concerneront essentiellement le membre inférieur. Je vous rappelle que l'homonculus, vous l'avez vu par ailleurs, mais l'homonculus de Penfield, c'est donc le fait qu'il y ait une projection des différentes parties du corps sur le cortex moteur et sur le cortex sensitif. C'est comme si le petit bonhomme, homonculus, petit homme, était enroulé des pieds ici, les fesses, le tronc, le membre supérieur, la face. Et c'est pour ça qu'ici, on a à la partie basse l'aire de Broca, l'aphasie de Broca, qui est la partie toute basse ici. Donc, cela signifie que lorsque l'atteinte porte ici sur l'artère cérébrale antérieure, on va avoir des choses des hémiplégies qui prédomineront sur le côté du membre inférieur. Ensuite, nous avons l'artère cérébrale moyenne. C'est la plus importante en calibre et c'est la plus importante en expression clinique. Donc, l'artère cérébrale moyenne, ici, elle part transversalement vers le dehors et elle vient s'engager ici dans l'entrée du sillon latéral, c'est-à-dire entre le lobe temporal et le lobe frontal. Normalement, ici on a coupé, mais l'incus viendrait cacher cette région. Donc l'artère cérébrale moyenne elle est parfois dédoublée, on va faire ici comme s'il était simple. Cette artère cérébrale moyenne rentre donc dans le sillon latéral et l'artère cérébrale moyenne va être ici en profondeur du sillon latéral et elle chemine contre l'insula. De là vont naître des branches ascendantes qui vont sortir du sillon latéral et vasculariser
ce qui est au-dessus, lobe frontal ou lobe pariétal, donc ici en vert, cérébrale moyenne, et d'autres branches qui seront descendantes et qui viendront prendre en charge eh bien, une partie du cortex, ou une grande partie du cortex temporal. Donc ça, c'est l'artère cérébrale moyenne. En orange, c'était l'artère cérébrale antérieure. Donc, nous avons cette artère cérébrale moyenne que nous pouvons mettre ici en pointillé, qui est en profondeur du sillon latéral. Elle se termine en sortant du sillon latéral vers la fin, elle se termine ici en apparaissant par des branches terminales qui vont vers le cortex pariétal et occipital. À intervalles réguliers, nous l'avons vu, il va y avoir des artères qui sortent du sillon et qui vont remonter, souvent à peu près au niveau des sillons que nous avions vus, et qui viennent donc vasculariser ici ces régions, avec notamment artère précentrale, artère centrale, artère post-centrale. De même, nous allons trouver les branches descendantes de l'artère cérébrale moyenne, qui vont venir ici franchir le bord inférieur du lobe temporal. Donc en vert, toujours cette région. Et nous voyons donc ici ces branches de l'artère cérébrale moyenne qui viennent prendre en charge sur la face médiale une partie du cortex temporal. Et nous pouvons donc voir ici ces branches de l'artère cérébrale moyenne ici qui viennent donc se retourner légèrement sur la face ici inférieure médiale de l'encéphale, de l'hémisphère. Voilà donc cette artère cérébrale moyenne. Donc, au niveau de l'artère cérébrale moyenne, qui chemine dans le sillon latéral, je vous rappelle que le sillon latéral était aussi appelé le sillon de Sylvius, eh bien, cette artère était du coup appelée artère sylvienne. Artère sylvienne, artère cérébrale moyenne égale artère sylvienne autrefois. Et donc, les infarctus de cette région seront parfois appelés les infarctus sylviens en clinique. Artère sylvienne et infarctus sylvien. Il peut y avoir des infarctus massifs qui proviendraient du fait que la carotide soit bouchée. Ça peut être un infarctus massif parce que toute la cérébrale moyenne est bouchée, et ça peut correspondre uniquement à des branches périphériques. Vous voyez que ces artères prennent en charge en particulier le gyrus précentral qui est moteur, aussi le gyrus postcentral qui est sensitif. Mais le plus spectaculaire sera bien sûr l'atteinte, la nécrose de cortex du gyrus précentral moteur, 4-6, puisque ceci va nous amener à une paralysie d'un côté. Vous savez que c'est croisé, c'est-à-dire que si c'est une lésion de l'hémisphère gauche, vous aurez une paralysie de l'hémicorps droit. Quand on a ici l'artère cérébrale moyenne qui est bouchée, ou une de ses branches, on va avoir une hémiplégie à dominance brachiofaciale, c'est-à-dire prédominance du membre supérieur, ceci c'est donc lié à l'homonculus de Penfield, membre supérieur et face, mais comme c'est une artère de grand calibre, ceci peut se prolonger sur le reste du corps. Pour avoir une hémiplégie complète, il faut avoir soit une carotide qui se bouche, par exemple, donc si vous avez une carotide bouchée, vous aurez nécrose et de la cérébrale antérieure et de la cérébrale moyenne, mais l'idéal, entre guillemets, c'est une atteinte au niveau de la capsule interne. Et la capsule interne, elle est ici, et elle sera vascularisée par des petits vaisseaux qui viennent de la base. Là, ici, si vous avez une nécrose de la capsule interne, toutes les voies passent là, elles rayonnent de l'ensemble du cortex moteur, elles passent ici, et là, une atteinte de la capsule interne, là, vous avez une hémiplégie complète. Ceci pourra être lié notamment à un infarctus complet de la carotide. Nous avons ensuite la cérébrale postérieure que nous avions mis en rouge, et cette artère cérébrale postérieure va venir de chaque côté contourner ici le tronc cérébral, le mésencéphale à ce niveau, puis se retrouver à la face médiale du lobe occipital. Voici ici la cérébrale postérieure,
qui contourne le tronc cérébral, le mésencéphale, pour aller vers la face médiale du lobe occipital, où elle donnera des régions. Là également, au passage, l'artère cérébrale postérieure, avant la communicante, segment précommunicant, va donner des rameaux profonds qui vont vers la substance perforée postérieure et qui vont vasculariser les noyaux profonds. De même, et j'ai omis de le mettre, nous avons ici des rameaux profonds de la cérébrale moyenne, qui rentrent par la base, qui sont très fins. Donc, cette artère cérébrale postérieure, nous la trouvons ici en avant du tronc cérébral, et elle vient contourner le tronc cérébral de l'avant vers l'arrière pour se retrouver à la face postérieure du tronc cérébral, ici en arrière du splénium du corps calleux. Voici l'artère cérébrale postérieure. Donc, en vert, cérébrale moyenne, anciennement dite sylvienne. En orange, artère cérébrale antérieure. Et en rouge, ici, j'ai pris un rouge un peu plus clair, nous avons l'artère cérébrale postérieure. Cette artère cérébrale postérieure va donner toute une série de branches pour le cortex occipital, branches qui vont contourner le bord supérieur ou le bord inférieur. Une des branches va être parallèle ici au sillon calcarin, c'est l'artère calcarine classique, et donc bien sûr qui va être importante, puisque vascularisant la région du sillon calcarin et les aires visuelles. Voici ces branches qui vont être assez nombreuses vers le bas au niveau occipital, les branches de l'artère cérébrale postérieure qui vascularisent ici cette région, avec bien sûr toute une série de branches secondaires. Nous voyons que ces branches de la cérébrale postérieure contournent le bord inférieur et le bord inférieur, et nous trouvons ici donc une bande de cortex qui est prise en charge par des branches de l'artère cérébrale postérieure. C'est-à-dire que le pôle occipital ici est pris en charge par des branches de l'artère cérébrale postérieure. Voici ces éléments. Donc, une atteinte de l'artère cérébrale postérieure va pouvoir amener à des atteintes, des nécroses ou par hémorragie du cortex visuel, et cela pourrait être des cécités centrales d'origine vasculaire, nécrose des aires visuelles. Sur cette vue, nous n'avons pas la cérébrale postérieure, nous pouvons encore parler de la communicante, de la choroïde antérieure. Voilà cette choroïde antérieure qui va envoyer des rameaux qui pénètrent dans la substance nerveuse, notamment pour le mésencéphale, nous l'avons dit, mais l'artère choroïde antérieure qui va remonter le long de la corne temporale du ventricule latéral va donner également des branches pour le cortex temporal. Nous avons ici l'artère choroïde antérieure qui remonte le long ici de la toile choroïde du ventricule latéral, d'où son nom, artère choroïde antérieure, que je mets en violet, et qui va donc donner des branches pour l'incus et pour une partie du cortex temporal. Ici, artère choroïde antérieure qui vient compléter l'ensemble. Cette artère choroïde antérieure, nous la voyons ici, qui est satellite donc de la région de la toile choroïde et qui va donner des branches pour la toile choroïde, et ici, qui donne des branches pour le cortex temporal, notamment pour l'hippocampe. Nous pouvons encore rajouter peut-être là-dessus les branches centrales de l'artère cérébrale moyenne. Nous avons ici l'artère cérébrale moyenne, avec donc des branches qui vont rentrer dans la substance nerveuse. Nous pouvons voir qu'il y a donc ici un territoire qui est moins important, ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une hémiplégie, c'est plus rare les accidents complets avec une cécité visuelle vasculaire, mais bien sûr cela explique un certain nombre de choses. L'atteinte du système vertébro-basilaire est plutôt au niveau du tronc qu'au niveau des cérébrales postérieures, puisqu'on a les anastomoses par les communicantes postérieures qui compensent. Nous pouvons dire un tout petit mot pour terminer encore de ces bandes corticales. Vous voyez donc qu'il y a là un territoire qui est principalement sur la face latérale, qui est principalement la cérébrale moyenne, et des anastomoses qui se font avec la cérébrale antérieure, la cérébrale postérieure. Donc anastomose. Si vous avez un terrain vasculaire qui est sain, normal,
Les anastomoses vont fonctionner. Mais bien sûr, si le terrain vasculaire est déficient à la suite de pathologies, eh bien, les anastomoses se feront mal et du coup, vous serez beaucoup plus sensible aux accidents vasculaires cérébraux à ces niveaux. De même, ici, pour la région médiale. Nous pouvons encore évoquer un tout petit point concernant la vascularisation des noyaux centraux, qui sera intéressante, et nous pouvons pour cela refaire un petit schéma que nous allons, je vais peut-être juste rajouter ici pour que ce soit clair, ici donc cérébrale moyenne, la cérébrale antérieure, ici cérébrale antérieure, et en rouge c'est donc la cérébrale postérieure, et avec des anastomoses entre. Et je rappelle donc surtout l'aspect de ce gyrus précentral avec les aires motrices qui est pour la face médiale vascularisée par la cérébrale antérieure, c'est-à-dire c'est la partie basse de l'homonculus, membre inférieur, partie basse du tronc, ici cérébrale antérieure, et la cérébrale moyenne qui vascularise le gyrus précentral pour la région du membre supérieur de la tête de l'homonculus de Penfield. Ici, la cérébrale postérieure et en bas, donc, la cérébrale moyenne. Nous allons faire un tout petit schéma encore pour montrer la complexité de la vascularisation des noyaux profonds. Et pour cela, nous allons représenter le thalamus. Très schématiquement, c'est une vue de profil. Nous allons représenter ici l'hypothalamus, la tête du noyau codé, le corps du noyau codé, la queue du noyau codé. Donc ici, sur cette vue de profil, je vous rappelle, les artères de ces noyaux pénètrent par la base. Et c'est à ce niveau que ces petits vaisseaux, presque comme la taille d'un cheveu, peuvent se déchirer, notamment lors de microtraumatismes chez les boxeurs, pour arriver à un Parkinson, par exemple, traumatique, atteinte du corps strié, putamen noyau codé. Pourquoi s'appelle le corps strié? Eh bien, notamment parce qu'à l'intérieur, il y a toute une série de stries qui correspondent à ces artères qui remontent, qui vont remonter ici même jusqu'au noyau codé. Donc, qu'est-ce que nous allons trouver? La partie antérieure ici, partie hypothalamique antérieure, et la tête du noyau codé va être pris en charge par des branches centrales de l'artère cérébrale antérieure. Donc c'est pour ça que je garde la couleur orange. Donc la partie antérieure des noyaux profonds, c'est l'artère cérébrale antérieure, tête du noyau codé, partie antérieure de l'hypothalamus. Puis nous allons trouver sur la vue latérale le quart inféro-antérieur du thalamus et de l'hypothalamus qui seront vascularisés par des branches profondes, donc ces branches centrales que nous avons vues, donc quart ici inféro-antérieur du thalamus et une grande partie de l'hypothalamus. Ce sera ici en bleu, c'est la communicante postérieure. Donc des branches de la communicante postérieure qui entrent par la face profonde. Puis nous allons trouver les trois quarts du thalamus qui vont être vascularisés par des branches profondes de la cérébrale postérieure. Je vous le redirai dans un instant comment sur la vue de la base. Voici ici donc l'essentiel du thalamus qui est vascularisé par des branches de la cérébrale postérieure. Puis nous allons trouver le corps du noyau codé qui va être vascularisé et une partie de la queue par la cérébrale moyenne, donc branche profonde de la cérébrale moyenne qui arrive par la partie basale. Et enfin, la partie toute terminale du noyau codé qui va être vascularisée par l'artère choroïde antérieure que nous avions vu donc à proximité de l'incus. Voici la vascularisation du noyau codé par l'artère choroïdienne antérieure. J'ai gardé le même code couleur. Si nous regardons maintenant ce qui se passe sur une vue frontale, nous allons avoir ici le thalamus,
nous avons là le noyau codé, nous avons là l'hypothalamus, nous avons là le noyau lenticulaire, avec le putamen en dehors, le globus pallidus en dedans. Et nous avons là la surface cérébrale, la capsule interne entre les deux. Eh bien, nous allons trouver l'artère l'artère cérébrale antérieure qui va prendre ici en charge la région médiane, artère ici choroïde antérieure, les vaisseaux rentrent là par la base. Puis nous allons trouver la partie correspondant à la communicante postérieure, à la communicante postérieure, ici, qui va s'étendre jusqu'au globus pallidus. Voilà le territoire de la communicante antérieure. Donc bien sûr, c'est comme toujours, il faut superposer la vue de coupe frontale et de profil. Donc ensuite, nous avons le thalamus qui est vascularisé essentiellement par l'artère cérébrale postérieure. Donc nous allons retrouver ici le rouge pour le thalamus. Voici la cérébrale postérieure. Et à présent, nous avons en vert, donc là elle arrive par l'arrière, et en vert, nous avons maintenant le territoire de la cérébrale moyenne, qui vient donc en prendre en charge notamment le noyau codé et le putamen. Ceci, pourquoi? Eh bien parce que ce sont des vaisseaux qui arrivent par la base ici et qui vont pouvoir vasculariser tout le striatum. Nous allons terminer par la même chose sur la vue inférieure qui nous permettra de revoir ces éléments. Donc, de la cérébrale antérieure ici, nous trouvons ces branches qui rentrent par la base du côté médian et pour la partie antérieure de l'hypothalamus et la tête du noyau codé. Puis, nous allons trouver des branches profondes qui naissent ici de la communicante postérieure, notamment par la substance perforée latérale, et qui vont aller à l'hypothalamus, nous sommes bien là sur l'hypothalamus, corps mammillaire, tubaire, à l'hypothalamus et au quart antéro-inférieur du thalamus. Puis, nous allons trouver des branches profondes de la cérébrale moyenne qui pénètrent ici dans la substance, qui remontent vers le globus, vers le putamen, puis corps strié vers le noyau codé. Et nous avons par l'arrière ici les branches centrales de la cérébrale postérieure qui vont contourner les éléments pour arriver par la partie haute du thalamus, par la fissure transverse du cerveau. Nous allons terminer ce chapitre sur la vascularisation cérébrale, vascularisation du cerveau, par les veines. Petite parenthèse pour dire que donc bien sûr dans les vaisseaux il y a toujours les artères, les veines et les lymphatiques, mais au niveau du cerveau il est considéré qu'il n'y a pas de lymphatique. Ça a été source de très nombreuses discussions. Vraisemblablement l'équivalent part dans les espaces interstitiels dits de Virchow-Robin et sont réabsorbés et ou se diluent peut-être au niveau du liquide cérébrospinal. Il n'y a pas la même nécessité. Donc au niveau intracrânien, nous avons artères et veines, pas de lymphatique classiquement. Nous allons voir ces veines qui ne sont pas superposables aux artères, contrairement à beaucoup d'endroits, qui sont plus simples sur leur topographie, mais qui ont une plus grande variabilité individuelle et qui sont souvent tortueuses. Nous allons pour cela faire une vue latérale d'un hémisphère cérébral, de l'avant vers l'arrière, avec ici le pôle frontal, puis le pôle occipital, et enfin le pôle temporal. Donc voici ici ces contours de l'encéphale, le pôle frontal, le bord supérieur, le pôle occipital, et ici le pôle temporal. Nous trouvons le sillon latéral, qui est donc le plus profond et qui est un repère important,
qui remonte légèrement vers le haut en arrière, et nous trouvons le sillon central avec cet aspect en coude caractéristique. Nous n'aurons pas besoin de beaucoup plus d'éléments ici. Nous allons trouver des veines superficielles qui sont comme les artères au niveau des sillons le plus souvent, donc à la superficie du cerveau et à la superficie de la pimaire, et ces veines viennent s'orienter vers le bord supérieur. Nous trouvons des veines préfrontales, des veines frontales, des veines pariétales et des veines occipitales. Donc, vous voyez, ces veines n'ont pas du tout la même topographie que les artères. Veines préfrontales qui remontent ou qui vont toujours converger vers ce bord supérieur du cerveau et qui se prolongent ici. Nous verrons comment elles se terminent dans un instant. Veine préfrontale, veine frontale, veine pariétale, veine occipitale. Puis, nous allons trouver une veine qu'on appelle la veine cérébrale moyenne. Cette veine cérébrale moyenne est en superficie du sillon latéral. Je vous rappelle que l'artère cérébrale moyenne est en profondeur. Et nous sommes ici donc en superficie où nous avons cette veine cérébrale moyenne. Ça, ce sont les veines principales lorsque l'on fait une vue latérale du cerveau avec l'avant ici à gauche et le haut. Donc une vue latérale gauche. La particularité est que ce sang veineux va se drainer dans un système complètement différent du système artériel, un petit peu comme on l'avait vu pour le sang digestif, avec les veines digestives qui vont vers le système porte et non pas vers la veine cave inférieure. En l'occurrence, ces veines de l'encéphale et du cerveau vont se jeter dans un système qu'on appelle les sinus durmériens, qui sont des conduits veineux situés dans des dédoublements de la durmère et que nous évoquerons de manière plus détaillée dans le cours sur les méninges crâniennes. Et nous allons placer ici d'une autre couleur volontairement, ce qui est donc sinus crânien, que nous étudierons par ailleurs, et en particulier, nous allons trouver le sinus longitudinal supérieur, qui est donc collé sur la paroi osseuse, formant un sillon sur la paroi osseuse, et qui est dans un dédoublement de la durmère, comme on le verra. Ce n'est donc, quand on enlève le cerveau de la cavité, on n'enlève pas le sinus qui, lui, reste collé sur la paroi. Donc ce qui est en bleu, eh bien, sur le cerveau, et donc quand on enlève le cerveau en dissection, on voit les veines. De même, quand on ouvre la boîte crânienne, on voit ces veines au niveau de l'arachnoïde, alors que ce que je représente en violet ici, le sinus longitudinal supérieur, qui s'élargit, qui augmente de calibre progressivement de l'avant vers l'arrière, eh bien, ce sinus, lui, constitue la terminaison de ces veines, mais est donc un sinus durmérien. Sinus longitudinal supérieur. Nous étudierons la topographie de ces sinus par ailleurs. Donc ici, sinus longitudinal supérieur, sinus durmérien. Bien sûr, à ne pas confondre avec les sinus de la face, sinus aérien. Et ce sinus longitudinal supérieur, dans lequel se terminent ces veines préfrontales, frontales, occipitales que nous avons vues, eh bien, est impair. Il est impair et médian. Et vers l'arrière, vient se terminer dans un renflement qu'on appelle le confluent des sinus, où nous trouvons le sinus longitudinal supérieur, qui se termine, où nous trouvons le sinus longitudinal inférieur que nous étudierons par ailleurs, et où nous trouvons la division en sinus transverse droit et gauche dont nous reparlerons. Donc à ce niveau, il y a effectivement une sorte de bifurcation, droite et gauche, et on a la superposition des deux côtés, et nous arrivons ici donc, la prolongation, c'est le sinus transverse, qui est situé toujours dans un dédoublement de la durmère, mais sur la base du crâne. Sinus transverse droit et gauche, ici il se superpose, on va dire, on voit le gauche. Sinus transverse. Donc ici, nous sommes au niveau du confluent des sinus,
confluent des sinus qui est situé globalement au niveau, en projection, de la protubérance occipitale externe, et à l'intérieur, c'est la protubérance occipitale interne. Confluent des sinus. On l'appelait souvent autrefois le pressoir d'érophile. Pressoir d'érophile, donc description grecque de l'Antiquité. Ce sinus transverse droit et gauche vient ensuite former un coude, c'est ce qu'on appelle le sinus sigmoïde, coude quasiment à 90 degrés ici, puis de nouveau un petit coude, et vient passer ce sinus sigmoïde par un orifice de la base du crâne, qui est le foramen jugulaire, et là, le sinus sigmoïde, qui était donc un sinus durmérien, va donner naissance à la veine jugulaire interne. Donc là, en exocrânien, veine jugulaire interne. Donc, ce qui est en violet, ce sont des sinus durmériens, des sinus dans un dédoublement de la durmère, donc à la face interne de la voûte du crâne ou de la base du crâne, où viennent se terminer ces veines. Nous avons donc le sinus longitudinal supérieur, nous avons le confluent des sinus, nous avons le sinus transverse droit et gauche, et nous avons le sinus sigmoïde droit et gauche. Il existe des anastomoses entre la veine cérébrale moyenne et les sinus, et c'est ce qu'on appelle les veines anastomotiques. Il y a une veine anastomotique supérieure qui réunit donc la veine cérébrale moyenne et le sinus longitudinal supérieur. Veine anastomotique supérieure, et la veine anastomotique supérieure est classiquement appelée veine de l'abbé. On n'est pas obligé de citer les noms propres, on les oublie aujourd'hui. Il y a effectivement veine anastomotique supérieure, veine anastomotique inférieure, c'est la nomenclature internationale, qui sont les veines classiquement de l'abbé et de Trollard, mais il ne faut pas retenir obligatoirement cela. Encore une fois, les noms propres ont été supprimés pour avoir des expressions qui sont plus directement compréhensibles. Donc veine anastomotique, il n'y a pas de problème. Veine anastomotique supérieure qui réunit la veine cérébrale moyenne avec le sinus longitudinal supérieur. Veine anastomotique inférieure qui réunit la veine cérébrale moyenne au sinus transverse. Si nous regardons ces éléments sur une vue de face très schématique, qui serait un temps donc veineux d'une artériographie, le sang remplit les artères, puis va passer dans les veines. C'est ce qu'on peut appeler une phlébographie cérébrale, mais c'est en général le deuxième temps. Donc sur une vue de face qui sera plus simplifiée ici, nous verrons de face le sinus longitudinal supérieur qui part du bas et de l'avant pour aller vers l'arrière. Donc nous voyons ici ce sinus longitudinal supérieur en vue de face, qui vient drainer des veines corticales, veines superficielles, donc nous allons trouver des veines frontales, pariétales notamment ici, puis donc ici le sinus vu en axial longitudinal supérieur, nous le voyons s'aboucher dans un renflement ici qui est le confluent des sinus, donc ici c'est vue de face sinus longitudinal supérieur, puis nous arrivons au confluent des sinus, et au niveau du confluent des sinus où se jette aussi, nous le reverrons, le sinus longitudinal inférieur, nous avons la bifurcation en deux sinus transverses, droit et gauche. Les sinus transverses ne sont souvent pas symétriques, ils laissent un sillon à la face endocrânienne, donc là toutes ces veines superficielles, ils laissent un sillon sur la face endocrânienne, et donc également sillon qui a souvent une asymétrie. On a considéré que cette asymétrie était liée au fait qu'on dormait, quand on est en développement, plus souvent du côté droit ou du côté gauche. C'est une des explications de ce développement différentiel. Donc ici, le sinus transverse de chaque côté, puis ce sinus transverse vient former un coude, on l'a dit, quasiment à angle droit pour descendre. C'est à présent le sinus sigmoïde qui lui-même vient refaire un petit coude avant de passer par
la base du crâne, c'est le foramen jugulaire. Et ici, nous avons ensuite la veine jugulaire interne qui va descendre dans le cou. Donc voilà de face, très schématiquement. Et donc, nous avons ce sinus longitudinal supérieur dans lequel se draine, et c'est ça l'intérêt aujourd'hui, ce sont les veines ici cérébrales superficielles que nous avons vues de ce côté, et autour, nous aurions donc là la voûte du crâne, très schématiquement, et nous sommes sur la base du crâne, avec le foramen jugulaire. Donc voici ici, sinus transverse droit, sinus transverse gauche, puis le sinus sigmoïde, foramen jugulaire, veine jugulaire interne. Donc veine jugulaire interne. Ici, le sinus transverse droit, sinus transverse gauche, sinus transverse droit, sinus transverse gauche, et ici, le sinus sigmoïde droit, sinus sigmoïde gauche. Donc ça, c'est une vue de face et qui serait une vue de type angiographie, c'est-à-dire un temps qu'on appelle la phlébographie, phlébo la veine, phlébite, et ici nous avons donc une vue qui est une vue de profil. Sur une vue de profil en phlébographie, on verrait en plus les veines profondes dont nous allons dire un petit mot maintenant. Nous allons faire, effectivement, voir qu'il existe des veines profondes et faire un petit schéma pour cela qui sera une coupe sagittale. On pourrait rester des heures là-dessus. Je vais faire quelque chose de très simple. Nous allons trouver, parce que ça reste malgré tout assez spécialisé, nous allons trouver ici toujours ces contours de l'encéphale, le pôle frontal, puis le pôle temporal et le pôle occipital. Donc voici ici les contours. Très schématiquement, pôle temporal, pôle occipital, le bord supérieur, et c'est ici une coupe sagittale où nous allons représenter le corps calleux, avec donc le rostre du corps calleux, le genou du corps calleux, le tronc du corps calleux, en arrière le splénium du corps calleux, qui, je vous rappelle, est libre. Voici donc la coupe du corps calleux. Sous le corps calleux, nous trouvons le fornix, très schématiquement, ici, confère les vues que nous avions fait en détail. Et entre le corps calleux et le fornix, c'est le septum pellucidum. Donc corps calleux, septum et le fornix. Puis dessous, nous allons trouver la région du thalamus, avec à sa partie moyenne l'abénula, ou stria bénulaire, c'est-à-dire l'épithalamus. Puis dessous, nous aurons coupé la région du pédoncule cérébral. Voici ces éléments coupés. Et qu'est-ce que nous allons trouver? Je vous rappelle qu'entre la face inférieure du fornix et le ténia du troisième ventricule, nous sommes ici dans un prolongement recouvert de pymère, on est à la face externe du cerveau, et ceci vient constituer la fissure transverse du cerveau. Voici la pymère que je représente. Et nous sommes là dans la fissure transverse du cerveau. Fissure transverse du cerveau, nous sommes donc à l'extérieur, nous sommes bien entre la face inférieure du fornix et la toile choroïde du troisième ventricule. Nous avons dit que nous pouvions rentrer dans cette fissure transverse du cerveau en passant le doigt sous le splénium. Donc on est entre le fornix et la toile choroïde du troisième ventricule, et globalement ça a la taille à peu près de l'index, et c'est un espace qui est borgne en avant. Voilà, en cul-de-sac. Mais cet espace est donc extérieur, et c'est de là que nous allons trouver le départ de veines, qui sont les veines cérébrale interne droite et gauche. Veines cérébrale interne droite et gauche que je représente ici, qui sont donc dans la fissure transverse du cerveau. Ce sont là des veines profondes maintenant, qui viennent récupérer notamment les veines des noyaux gris centraux. Et cette veine cérébrale moyenne droite et gauche est caractéristique sur une vue de profil en angiographie, car elle vient en arrière former une concavité vers le haut qui se moule sur le splénium. Donc nous sommes là sur les veines cérébrales internes
qui sont droite plus gauche, droite et gauche, veines cérébrales internes. Donc qui sont des veines profondes, qui sont importantes, qui sont de calibre important, hein, et qui viennent se jeter dans un élargissement en forme d'ampoule qu'on appelle la grande veine du cerveau, qui est aussi, qui était appelée, je dis toujours sur les noms propres, qui était appelée ampoule de Galien. Alors c'est vrai que le pressoir d'aérophile pour le confluent du sinus c'est classique, l'ampoule de Galien c'est la grande veine du cerveau. Et là, nous passons maintenant dans un système de sinus que nous reverrons dans le cours spécifique sur la dure mère, et c'est ici le sinus droit qui va se diriger vers le bas et l'arrière pour rejoindre le confluent des sinus que nous avons vu plus haut, puis ce serait là de nouveau la région du sinus transverse. Donc voilà ici la terminaison de ces veines cérébrales internes qui sont profondes, qui vient se faire dans le système sinusien par le biais du sinus longitudinal, du sinus droit. Voilà, au point de vue veine profonde. Il y a une autre veine qu'on peut considérer comme relativement profonde, en tout cas qui est à la base du cerveau, qui est la veine basale. Cette veine basale vient ici naître à la face antérieure du tronc cérébral, mésencéphale, vient contourner le mésencéphale, a une terminaison variable et souvent vient se terminer au niveau de l'ampoule de Galien, c'est-à-dire de la grande veine du cerveau. Ça, c'est la veine basale. Il y en a une droite, une gauche, qui contourne le cerveau, mais c'est déjà plus spécialisé et moins visible, puisqu'il faut quasiment couper le cerveau en deux pour voir ce système profond. Ce qui est le plus important, c'est ce système périphérique qu'on voit très bien à la surface du cerveau. Ce qui est important aussi, c'est de voir que le drainage ne correspond pas à un système artériel connu, que ce sont des conduits veineux qui sont dans un dédoublement de la dure mère et que nous verrons donc dans le cours spécifique sur les méninges crâniennes. Quand il y a des déchirures à ce niveau, nous le verrons, eh bien la déchirure vient décoller l'arachnoïde de la dure mère et c'est ce qu'on appelle l'hématome sous-dural. Hématome sous-dural, HSD, avec le plus souvent des hématomes sous-duraux de type chronique qui se constituent après un traumatisme et une déchirure veineuse en quelques semaines à 3 mois. Voilà donc pour cette vascularisation cérébrale. Les artères sont bien sûr fondamentales de par les accidents vasculaires cérébraux. Je vous ai dit, c'est une des 3 causes de mortalité importante. Ce sont des éléments qui sont très accessibles par l'artériographie conventionnelle ou numérisée et par l'angioscan ou l'angio-IRM. Et les veines, elles, sont le drainage logique et on les voit bien sûr dans le deuxième temps de ces angiographies. Je vous remercie pour votre attention.